Loïc Iviquet, donc co-founder de So Good. Je l'invite à me rejoindre sur scène. Effectivement, il y a un micro qui t'attend. Oui, bien sûr, on peut l'applaudir. Merci, bonjour. Qui connaît le média So Good ou Society? Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est effectivement, pas mal. Merci. C'est bien de le connaître, c'est mieux de le lire encore, mais effectivement, c'est déjà un premier pas. Alors, de manière générale, la presse, la radio, ce sont des médias qui sont un peu en difficulté. Pour autant, vous avez pris un parti pris assez fort de vous lancer et de créer un groupe média, et surtout avec un modèle économique un peu particulier, parce que sans avoir recours à la publicité, on va dire de manière classique, telle que les médias se sont construits dessus. Quelles sont un peu la genèse du projet et surtout les motivations ? Alors, en fait, il faut effectivement revenir au début de l'histoire. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur. Ma dernière entreprise avait été rachetée par Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Et Alexandre Bouchereau, qui est le fondateur de la plateforme, m'avait donné un peu comme mission de faire pivoter la plateforme sur le sujet de l'impact. Enfin, c'était une réflexion qu'on avait, sachant que Ulule avait déjà cet ADN-là, et donc ça n'a pas été très très complexe. Mais en même temps, pour être très clair, une plateforme concurrente, même si elle est amie, qui s'appelle KissKissBankBank pour ceux qui connaissent, venait d'être reprise par la Banque Postale. Donc il y avait des moyens que nous n'avions pas. Et on a cherché un enjeu de communication pour arriver à émerger sur ce sujet-là. Je parle de 2019, début 2019. Et dans mon ancien métier, je connaissais très bien Franck Hanès, qui est celui qui a créé le groupe Sopress. Et je suis allé le voir en lui disant, est-ce que on ne parle pas, alors je me rappelle d'une une du Monde qui parlait des plus 7 degrés à la fin du siècle, ce qui est un vrai risque, et à plus 7, là on va avoir vraiment un vrai problème. Et finalement, quand on va sur Ulule, pour votre information, c'est à peu près 1000 à 2000 projets par mois qui arrivent sur la plateforme, de gens qui essayent de changer le monde. De manière plutôt positive, on va dire pour 60-70% des projets, on parle en fait jamais d'eux. Et la force du groupe Sopra, c'est souvent de mettre en avant des gens qui effectivement ne sont pas forcément connus. Donc en fait, je suis allé le voir dans ce sens-là en disant, nous on a besoin de faire parler des gens qui effectivement apportent des solutions. Alors certains réussissent, d'autres pas, mais c'est intéressant de les mettre en avant par rapport à ça. Et aujourd'hui, non pas de tomber dans un journalisme de béni oui-oui, où tout est beau, etc., mais dans ce qu'on appelle un journalisme de solutions, et de montrer qu'il existe des solutions par rapport à ça. Donc en fait, on est parti sur cette idée-là. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le coût d'un magazine, c'est à peu près d'un trimestriel, on est aux alentours d'à peu près 600 000 euros, un chiffre de ce style-là. Et donc pour le financement, c'est assez simple. Comme tout magazine, vous avez des abonnements, vous avez des ventes au numéro, et vous avez la publicité. Et donc, en gros, pour la faire assez courte, mais sur les abonnements, donc Ulule allait lui-même faire sa propre campagne de financement participatif sur ce dispositif-là. La plus grosse campagne avait fait 7000 abonnés, donc on s'était dit qu'on était capable d'atteindre 10 000. Et puis, en termes de nombre de ventes, pour être très clair, on est vendu dans 12 000 points de vente. Il y a un vrai souci sur la presse par rapport à ça. Pour vous donner, je vais pas citer de nom, mais beaucoup de magazines sont présents avec des ventes qui sont, on va dire, en dessous de 5000 exemplaires vendus par numéro. Donc ça ne réglait qu'une toute petite partie, puis le reste de votre modèle, c'est la pub. Et donc la pub, c'est simple, c'est à peu près, on va dire, je sais pas, 3 000 € la page de pub. Donc vous avez, notre magazine fait 100 pages, donc ça fait 30 pages de pub dans le magazine pour qu'on arrive à trouver un modèle économique. Et on s'est dit, en fait, une dernière de coups avec une bouteille de Heineken ou même une pub pour un Porsche Cayenne électrique, on le sentait pas trop dans le magazine, on trouvait pas forcément que ça avait du sens. Et donc on s'est penché auprès des marques, de directeurs communication qui étaient déjà partenaires d'Ulule, et on leur a dit on a envie de lancer ça, par contre on aimerait qu'il n'y ait pas de publicité intérieure, inventons un modèle ensemble. Et de manière assez surprenante, il y avait autour de la table, il y a eu plusieurs dîners, mais il y avait les plus gros investisseurs, on va dire, de la publicité en France, et ils ont tous réagi de manière positive. Je trouve que déjà ça c'est un symbole qui est assez fort, et on a travaillé avec eux sur la création d'un modèle qui n'est pas non plus, on n'a pas inventé un truc de ouf, on a créé un dispositif qui est une espèce de membership, où donc des entreprises deviennent entreprises pionnières chez nous. Dans ce cadre-là, elles abonnent leur communauté avec un certain nombre de magazines. Ensuite, on a créé un supplément qui s'appelle Maker Stories, que l'on fait avec ChangeNow une fois par an, où les entreprises interviewent un solution maker qui les inspire et donc qui est mis à l'intérieur du magazine. Et puis il y a un certain nombre de réunions qu'on met en place avec ces entreprises pionnières. Donc ça a été le premier élément. Et puis ensuite, chacune de ces entreprises active par rapport à ça. Donc on a lancé ce dispositif-là
avant, puisque la campagne a démarré le 7 mars 2020, donc on était quelques jours avant le premier confinement. Je ne vous cache pas que quand on lance une campagne 7 jours avant le confinement et que le confinement tombe, ça a été un peu tendu. Et effectivement, comme toutes les campagnes qu'il y avait à ce moment-là, elles se sont toutes quasiment arrêtées pendant 3-4 jours. Et puis la campagne So Good a redémarré de manière assez violente, enfin assez forte, on va dire. Et on a fini à 15 000 abonnés, un peu moins de 15 000 abonnés, 14 000 abonnés. Ce qui était un premier succès. Ensuite, on a continué. Alors pour sortir le magazine, je vous rappelle qu'on est vendu, la plus grande partie, 40% de nos ventes se font dans les relais H. Relais H au mois de juin 2020, je ne vous cache pas qu'il n'y avait pas énormément de monde. Et donc, on a quand même sorti ce magazine le 4 juin 2020. Et là, on s'est trouvé en rupture de stock au bout de quasiment une dizaine de jours, ce qui n'était pas du tout prévu. Et on a vendu 40 000 exemplaires du premier numéro. Alors, on s'est dit que c'était un phénomène, que c'était lié à une dynamique, à la pandémie, etc. Et puis, le deuxième numéro qu'on a sorti a fait 35 000 exemplaires. Et ensuite, et on est resté dans une fourchette qui est aux alentours de 30 000 exemplaires là-dessus. Sur la partie publicitaire, donc on a travaillé avec ça en se disant comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. On a effectivement un ton, on a des convictions, on a une manière de travailler, et éditorialisons avec vous de différentes manières et co-construisons, on va dire, un peu le dispositif. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à un modèle qui a tellement fonctionné qu'on a décidé avec Ulule d'en faire une spin-off, donc de sortir de la structure de Ulule, d'en faire une société à part, qui existe depuis le début de l'année. Et dans cette démarche-là, on a lancé une radio, parce qu'on s'est dit qu'il a lancé un magazine qui marche, où tout le monde nous a dit que ça ne marcherait pas. On s'est dit une radio, il y a fait longtemps que quelqu'un n'a pas lancé une radio. Donc on s'est dit on va essayer de lancer une radio, donc on a lancé So Good Radio en mai de cette année, donc il y a 6 mois. Dans un modèle, alors on parle de radio, mais on est plutôt sur une plateforme audio. On voit tous effectivement l'évolution des podcasts, de la consommation de l'audio, du replay, etc. Donc on a créé un modèle un peu hybride entre une radio et une plateforme de podcast, où une fois de plus, notre mission est simplement de donner la parole aux gens qui essayent de changer le monde de manière positive. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un modèle qui tient la route et qui fonctionne. Est-ce que tu crois qu'on est à la croisée des chemins entre des marques qui ont compris ces enjeux et qui sont prêtes, en fait, qui sont sensibles à l'initiative que vous avez portée, des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, et puis des modèles économiques aussi et des médias qui sont prêts à se réinventer? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une nouvelle ère qui est portée? Est-ce que, même en étant pionnier, tu penses que ça va ouvrir la voie à d'autres choses, ou qu'il y a encore un travail de fond à faire et qu'on ne voit pas encore le bout du tunnel? C'est une bonne question. Moi, je parle souvent nous, on parle on a 3 grands principes. Le premier principe, c'est de dire personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas forcément parfait sur tout le tri de ma poubelle chez moi, etc. Donc voilà, personne n'est parfait. 2, il faut tenir compte de tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a aussi bien des activistes que des grandes entreprises. On considère que si on veut aller de l'avant, on a besoin de tout le monde pour avancer. Donc ça, c'est un préambule. Et ce que je trouve intéressant pour répondre concrètement à ta question, c'est que moi je parle souvent de posture, et en PNL on parle souvent de la relation parent-enfant, et je trouve que vous avez certaines marques qui avaient un peu cette relation-là avec des personnes, et je trouve qu'il y a un vrai changement aujourd'hui où les marques, mais aussi les activistes, enfin, si on les classifie comme ça, se sont mis au même niveau et ont conscience de ça. Et sincèrement, on le voit, ce changement-là. Enfin, voilà. Alors après, ça va prendre du temps. Moi, je suis un éternel optimiste, donc je suis plutôt optimiste sur le fait. Après, effectivement, tout n'est pas parfait, tout n'est pas réglé, mais j'ai le sentiment que tout le monde essaye d'avancer, et que ce qui était avant un département, la RSE, qui était un peu truc au fond du placard, à côté de la direction de la com éventuellement, ou une fondation, on se disait voilà, maintenant c'est devenu totalement transversal dans les entreprises, et je pense, donc je suis assez optimiste là-dessus. Alors, tout a été quand même assez rapide. Plein de projets qui se suivent. 2022, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver, qui vont venir un petit peu compléter cette galaxie? Alors, on a un très grand projet qui est celui de stabiliser le dispositif. Parce qu'effectivement, on a eu une croissance assez forte, et on en est très content, mais tout ça doit maintenant un peu se structurer. Donc, il y a vraiment une phase qui est de réflexion là-dessus. Et puis, on a toujours énormément de projets, beaucoup d'idées, et puis surtout
un des principes, c'est nous, on co-construit les choses, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit d'une manière générale, on est vraiment dans cette notion un peu du co-design, mais c'est vraiment nous, il n'y a pas de sujet tabou, on est capable de venir nous voir, on discute, on réfléchit ensemble, soit ça a du sens et on y va. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger dans l'année 2022. Je ne vous cache pas que les élections présidentielles vont forcément nous amener à peut-être avoir un ton un peu décalé sur ce sujet-là, où effectivement on va probablement en parler chez nous, parce que, hélas, si vous regardez ce qui se passe, et je finirai là-dessus, mais moi je suis si j'ai un côté un peu, même si je garde mon côté positif, mais quand je vois les débats sur les élections présidentielles, hélas, le sujet de l'environnement, qui était un peu au top au départ, et maintenant quasiment on le voit même plus apparaître dans la ligne de réflexion, et on est de nouveau sur des sujets qui sont importants, mais ce sujet-là il est plus là. Et on considère qu'on a une responsabilité, nous, So Good, de se dire finalement on est pas les seuls, mais si on vient parler chez nous, on va sûrement pas parler d'autre chose que de ça. Et donc je pense que ça va être un de nos challenges du premier trimestre, et on espère faire un peu bouger des lignes sur ce sujet-là. Bon, on suivra en tout cas ça de très près. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que c'est très tourné solution. Et on le retrouve beaucoup dans les contenus, dans les personnes qui sont interviewées, dans les profils que vous mettez en avant dans le magazine. Et je vous invite vraiment fortement à l'acheter, à vous y abonner, à vous abonner aussi, à abonner l'entreprise, parce que ce sont des sujets qui doivent être infusés à tous les niveaux, pour que cette responsabilité, elle soit partagée et que tout le monde en ait pris conscience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Loïc. Et le prochain numéro sur le 16 décembre, pour votre information, il sera sur les océans. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup, merci à vous.